Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de votre Caisse des Jardins du Cœur des Vallées, qui se distingue par sa nature coopérative et son implication au sein de la communauté. Ce soir en manchette, c'est parti pour 4 ans avec un gouvernement majoritaire libéral. Des changements sont à prévoir du côté du Parti québécois et victoire écrasante d'Alexandre Iraca dans Papineau. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette édition du mardi 8 avril 2014. Eh bien, la campagne électorale 2014 est maintenant derrière nous. On peut affirmer que Pauline Marois et le Parti québécois ont reçu un message clair de la part des commettants. Les libéraux de M. Philippe Couillard ont été élus haut la main avec un mandat clairement majoritaire. Aux environs de 20h30, soit à peine 30 minutes après la fermeture des bureaux de scrutin, on annonçait déjà le gouvernement libéral. Certains qualifient ce rang-de-marée politique de vague rouge, vague qui a coûté le poste à Pauline Marois dans sa circonscription. Celle qui a été la première femme première ministre du Québec a été en poste le plus court mandat qui soit 18 mois. Elle a annoncé lors de son discours qu'elle quitterait ses fonctions de chef de parti. Suite à cette annonce, les réseaux sociaux ont littéralement explosé d'hypothèses sur son éventuel remplaçant. Au total, ce sont 70 députés libéraux, 30 députés péquistes, 22 députés de la Coalition Avenir Québec et 3 députés de Québec solidaire qui siégeront à l'Assemblée nationale. Au total, c'est plus de 6 millions de personnes qui étaient appelées à aller voter aux urnes hier. Pour ce qui en est du comté de Papineau, la fameuse bataille entre le Parti libéral et le Parti québécois n'aura pas eu lieu. Alexandre Iraca a été réélu pour un second mandat avec plus de 50 des voix. Au total, c'est un taux de participation de plus de 62 pour la circonscription de Papineau. Aux dernières élections, seulement 167 voix séparaient le candidat libéral du candidat péquiste. La situation était très différente cette fois-ci. Alexandre Iraca l'a affirmé à de nombreuses reprises que le contexte n'était pas le même et je le cite, « Nous sortions de 10 années au pouvoir et je remplaçais un monument qui était Norm Macmillan. » Fin de la citation. M. Iraca est demeuré prudent sur une possible place sur le Conseil des ministres, lui qui est le seul candidat à avoir appuyé Philippe Couillard lors de la course à la chefferie. La victoire de M. Iraca a été acquise quelques 30 minutes après la fermeture des bureaux de scrutin. Jean-François Primeau du Parti québécois a récolté 24,6 des voix. René Langelier de la Coalition Avenir Québec a obtenu 16 des votes. Marc Sarrazin de Québec solidaire a obtenu 6,5 des voix, tandis que Jonathan Beauchamp du Parti Option nationale termine le tout avec 491 voix. M. Iraca sera d'ailleurs mon invité plus tard à l'émission, mais on peut écouter pour l'instant ses commentaires recueillis tout juste après sa victoire. Je peux vous dire que mon équipe, j'ai une équipe extrêmement solide. On a fait près de 450 cas de comté en 18 mois. On ne les a pas toutes réglées, mais on a travaillé très fort pour les régler. On est présent sur le comté. J'ai un bureau à Saint-André-Avelin, j'ai un bureau à Buckingham. Ma porte est ouverte pour tout le monde, puis je pense que les citoyens le savent, ça. Bien, je dois vous dire que je m'attendais à rien. Le feeling sur le terrain était très bon. Je suis content d'arriver de bonne heure. C'est une belle surprise pour moi. Les citoyens m'ont fait une belle surprise dans le comté de Papineau. Je suis très heureux, très, très heureux. De nombreuses personnalités politiques étaient présentes au pub à Windsor pour le rassemblement des libéraux pour Papineau. Un pilier du Parti libéral, soit M. Norm Macmillan, était présent pour encourager celui qui l'a remplacé lors de son départ. M. Macmillan s'est dit surpris de la rapidité des résultats, mais soutient que le message envoyé est plus que clair. Il affirme également qu'avec les 5 députés libéraux de la région, les dossiers pourront avancer plus rapidement. Lucie Bélanger, militante pour le Parti libéral, est également sur place afin de célébrer la victoire. Pour elle, la campagne fut quelque chose de difficile, beaucoup de salissage, beaucoup d'insinuations. On peut écouter les commentaires de Norm Macmillan ainsi que Mme Bélanger qui nous explique son analyse du résultat obtenu. Oui, parce que l'an passé, si on se rappelle, ici, on l'a su vers minuit et 10, ou vers les minuit pour Alexandre. Encore, on se rappelle, il avait gagné seulement par 167, mais qu'on annonce un gouvernement à 9 h. Il était à 8h25 quand on a annoncé si la tendance se maintient. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le Québec, c'est une bonne nouvelle pour l'Outaouais. Pour moi, c'est comme Noël. Là. On avait un petit peu peur les derniers jours. C'est sûr qu'on était pas mal sûr que ce serait Parti libéral, mais on n'était pas sûr que c'était minoritaire, majoritaire. Mais là, c'est comme en tout cas, c'est Noël. Mais ma petite idée là-dessus, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont gardé ça pour eux, qui votaient libéral. C'est toujours un petit peu délicat de dire qu'on vote libéral. Des fois, on se fait dire qu'on est traître à la nation. Là, je ne sais pas si ça va peut-être heurter certaines personnes, mais je pense que la majorité silencieuse a parlé beaucoup aujourd'hui.
Du côté des péquistes, les mines étaient plutôt basses. Rencontrés sur place, de nombreux militants de longue date, ne comptent plus les heures accordées au parti pour ainsi subir la défaite par la suite. Le candidat Jean-François Primeau, qui, je vous le rappelle, avait perdu par seulement 167 voix en 2012, prend l'entière responsabilité pour la défaite dans la circonscription, mais est toutefois très fier de la campagne qu'il a menée. Lorsqu'interrogé sur son avenir politique, il a affirmé être un péquiste dans l'âme depuis plus de 30 ans, mais pour son implication directe, il n'a pas voulu s'avancer davantage. M. Primeau a perdu un peu plus de 10 points dans les voix récoltées. En 2012, il avait obtenu 34,16 %, alors qu'hier soir, je vous le rappelle, c'est un pourcentage de 24,6 %. On peut écouter ses commentaires. Première impression, c'est que c'était dans l'air. C'était dans l'air, c'est difficile à comprendre, mais c'est le peuple qui parle. On peut pas s'objecter, on peut pas dire les gens ils n'ont pas compris ou quoi que ce soit. On a amené notre message. Moi, j'ai amené mon message, j'ai amené le bilan de mon gouvernement, mais c'est la décision des gens. Je veux dire, c'est ça. La plus grande réussite, c'est d'avoir réuni une équipe autour de nous, autour de moi, parce qu'il y avait de plus en plus de gens qui se joignaient à l'équipe, d'avoir réussi à être présent à tous les débats, et puis d'amener nos idées, puis tout ça. Donc, ça a été... moi, je suis entièrement satisfait de la campagne, mais là, il n'y a rien que je peux faire, puis c'est la vie, ça. Pour Oliver Fernand-Bloge, militant du Parti québécois, c'est l'incompréhension mêlée à la frustration. Il ne peut concevoir que les Québécois aient accordé un gouvernement aux libéraux avec tous les scandales et événements qui se produisent depuis quelque temps. Selon lui, la campagne 2014 n'est pas la meilleure campagne qu'on ait pu voir avec des magouilles et corruption. Mais une chose ressort de son discours, c'est un sentiment de fierté d'avoir accompli de nombreuses choses avec le parti. On peut l'écouter. Écoutez, dans Papineau, pour l'équipe qu'on est ici, je peux dire qu'on a fait un travail formidable. On a donné tout ce qu'on avait à donner. Je pense pas que j'aurais pu faire quelque chose de mieux que ce qu'on vient de faire là avec les ressources qu'on a eues. Avec les gens qui ont été là, on a donné à 100%, on a été investi à fond dans la campagne, on a milité à fond. C'est sûr que les adversaires, ils ont joué, ouais, je suis d'accord, ils ont joué sale, ils ont sali la réputation du Parti québécois. Ils n'avaient rien de bon à proposer, donc là, ils sont contentés à nous rabaisser. Marc Sarrazin est militant de Québec solidaire depuis quelques temps, mais en était à ses premières armes en tant que candidat dans une élection provinciale. Il affirme être un peu déçu des résultats obtenus, soit 6,5 % des intentions de vote, mais se réjouit car les chiffres sont en hausse en comparaison avec 2012. Affirmant avoir beaucoup appris sur le terrain et en rencontrant les électeurs, Marc Sarrazin se dit fier de ce qu'il a accompli. On peut l'entendre à ce sujet, mais tout d'abord, on peut écouter son analyse face aux résultats d'hier soir. Eh bien, un peu surpris, comme beaucoup, de la force avec laquelle les libéraux ont entré. Je pense que les stratèges libéraux ont fait un bon travail. C'est une campagne axée qui ont axé beaucoup sur la peur et la question du référendum, puis on voit que ça a donné des résultats pour eux autres. Nous, de notre côté, Québec solidaire, bon, on aurait aimé un pourcentage un peu plus élevé au début des sondages, mais quand même, lorsqu'on est réaliste, on constate qu'au niveau national, notre pourcentage est plus élevé. Même dans Papineau, on a augmenté notre pourcentage. 2300 personnes qui ont quand même voté pour moi, Québec solidaire, puis j'en profite d'ailleurs pour les remercier. Et puis, je pense que c'est encourageant pour le futur. Moi, quand je regarde la campagne, les gens, beaucoup de gens qui hésitaient, je comprends maintenant. Québec solidaire, on a un jeune parti, on a avantage à se faire connaître, on bâtit pour du moyen et du long terme. C'est ce qu'on va faire. Ce que je suis assez fier, honnêtement, c'est ma participation aux différents débats. J'ai apprécié cet exercice-là. C'était quand même stressant, mais je pense que ça a permis aux gens de nous connaître aussi, nos idées surtout. Et puis ça, j'ai apprécié ça. J'ai beaucoup aimé le contact avec les gens sur le terrain également. Malheureusement, j'aurais aimé avoir plus de temps pour aller sur le terrain, mais on a fait avec les moyens qu'on avait, avec l'équipe qu'on avait aussi. Jonathan Beauchamp d'Option nationale est un peu amer face aux résultats d'hier soir au niveau provincial. Il a terminé la soirée avec 491 voix en sa faveur. Mais malgré cela, s'il a réussi à convaincre une personne de l'importance de son parti et de l'indépendance, l'amertume s'estompe un peu. On peut écouter ses commentaires recueillis via téléphone. Aujourd'hui, ce matin, on se réveille, le mouvement indépendantiste, on voit qu'on est un peu amoché. Il va y avoir
avoir des remises en question qui devraient être faites, selon moi, au Parti québécois. On a vu que de mettre l'idée d'indépendance peut-être au placard, ça n'a pas été peut-être la meilleure idée selon moi. C'est une option qu'ils ont pris avant la campagne. Je pense que ça n'a pas porté fruit. Il y a pas de remise en question qui va devoir être faite dans le mouvement indépendantiste en général. Là. Je ne pense pas nécessairement juste du PQ. Autant de notre côté, et chez Québec solidaire, on va pouvoir se jaser. On a 4 ans pour le faire, c'est sûr. J'espère que d'ici 4 ans, on va pouvoir avoir une coalition entre les forces indépendantistes pour revenir encore plus fort. Moi, c'est ce que j'en ressens ce matin, je te dirais. Tu vois, moi, si j'ai pu convaincre qu'une seule personne de la nécessité de l'indépendance, je pense que mon travail est accompli. C'est sûr, je te cacherai pas que je suis quand même un peu déçu des résultats, considérant qu'on n'a pas pu préserver nos acquis, chez Option nationale. Mais il faut dire qu'on s'en attendait un peu là, avec le départ de Jean-Martin Hossan en juin dernier. On savait que ça allait pas être facile pour nous. Mais nous, on continue à marteler le message, on continue à faire l'indépendance, à expliquer la nécessité aux Québécois. Donc on va continuer d'exister. Tant qu'il n'y aura pas un autre parti qui va l'affirmer d'une façon claire et aussi décomplexée que nous. Donc, nous, on continue à travailler dans ce sens-là. Les Québécois étaient appelés à voter pour la 2e fois en 18 mois. Pour la région de l'Outaouais, les gens portaient au pouvoir les candidats libéraux. Pour Papineau, Alexandre Iraca a été réélu avec une majorité quelque peu écrasante. On peut écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec lui plus tôt aujourd'hui. Avec M. Alexandre Iraca, qui a été reconduit pour un second mandat. M. Iraca, bonsoir. Bonsoir. De manière plus générale, gouvernement majoritaire, libéral, quelle analyse qu'on peut faire de la campagne? Parce que pour plusieurs sondages, oui, c'est un gouvernement libéral, mais majoritaire avec une si forte majorité. Comment on peut analyser ça? Bon, écoutez, il y a plusieurs facteurs, là, mais je pense que les Québécois, en général, n'ont pas embarqué dans l'histoire de déclencher des élections pour l'amour d'une charte. On déclenche des élections pour une question économique, pour une question d'éducation, pour une question de santé, mais pour une question de charte où il n'y a pas un chat, permettez-moi l'expression, qui porte un tchadar au gouvernement du Québec, c'est un petit peu ridicule et les gens n'ont pas embarqué là-dedans. Nous, dans ce sens-là, puis on aurait pu s'entendre, les 3 partis ensemble, parce que la CAQ, le Parti libéral, le Parti québécois, même Québec solidaire, s'entendaient pour une bonne partie de la charte, mais le Parti québécois a voulu aller en élection là-dessus. Nous, on aurait légiféré là, pour visage découvert, puis d'ailleurs, on va déposer un projet de loi dans ce sens-là. Alors, c'est un petit peu ridicule de déclencher, de gaspiller plus de 80 millions pour l'amour d'une charte qui, en fait, est un faux problème en général. Donc, il y a une partie de la chose. Parfait, mais pour plusieurs personnes, la campagne a été basée sur vote contre cette personne-là et il n'y a pas de promesse proprement dit qui a été faite, il n'y a pas d'engagement, si je peux dire, la commission Charbonneau qui reprend ses activités aujourd'hui où les libéraux risquent d'être éclaboussés. Est-ce que vous pensez que ça n'a pas joué dans la campagne? Bien, écoutez, ça a été une campagne très dure et moi, je suis très, très fier de mon chef. Très fier, je vais vous le dire, là, parce qu'en caucus, on s'était parlé et on avait dit à Philippe, coudonc, pourquoi tu ne répliques pas tes arguments? Tu aurais une liste très, très longue pour répliquer. Il ne voulait pas jouer cette partie-là. Il ne voulait pas jouer dans ce film-là. Il voulait parler d'enjeux et être respectueux. C'est un chef respectueux des gens. Donc, il a mené sa campagne à lui, du début à la fin. Ça a été dur par moments, mais il a résisté en grand homme, je vous dirais, puis il a mené une très belle campagne. Je suis très fier de ça. Si on s'en vient pour le comté de Papineau, proprement dit, vous avez été reconduit avec quelque chose comme 51% des voix. Êtes-vous heureux? Bien, écoutez, je dois vous dire que oui, là, c'est une majorité absolue. Vous allez me permettre, s'il vous plaît, je désire remercier chaleureusement tous les citoyens du comté de Papineau. Que vous ayez voté pour ou pour un autre parti, ça ne me dérange pas. Je veux que vous sachiez que je vais être le député de tous les citoyens du comté de Papineau. Évidemment, je remercie les militants libéraux d'avoir été votés. Puis, une grande majorité comme ça, je l'accepte avec humilité. Êtes-vous surpris? Je suis un peu surpris, je dois vous dire, dans le sens où, depuis le jour 1 sur le terrain, ce que je ressentais était extrêmement positif. Et je m'attendais, et mon équipe s'attendait à ce qu'on ait la victoire, mais avec une marche comme ça. Moi, personnellement, il y a des membres de mon équipe
qui avait chiffré autour de ça. Moi, j'allais pas aussi loin que ça. Donc, je suis juste heureux d'avoir gagné, puis de travailler fort avec mon équipe, qui ont réglé plusieurs cas de comté. On a eu au-delà de 400 cas de comté en 18 mois. On ne les a pas tous réglés, mais on a travaillé fort. Quand les gens viennent au bureau de Saint-André-Avelin ou à Buckingham, ils savent qu'on va travailler fort dans tous les dossiers. En 2012, vous avez été élu avec 167 voix de majorité. Ça s'est terminé aux petites heures du matin. Pour l'élection d'hier, 8h15, 8h20, vous étiez déjà déclaré grand vainqueur. Est-ce que vous êtes surpris de la rapidité? Bien oui, comme je vous dis, je ne m'attendais pas avec une aussi grande marge là, pour cette victoire-là. Alors, c'était très rapide. C'était très rapide, mais on a quand même fêté jusqu'aux petites heures du matin quand même. Vous êtes le seul vous avez donné votre appui à Philippe Couillard lors de la course à la chefferie pour le Parti libéral du Québec. Est-ce que la limousine de ministre est bientôt stationnée dans le bureau de comté? Ce que je peux vous dire, c'est que tous les députés du comté, les 5 députés libéraux du comté, appuient présentement Philippe Couillard, et c'est ça qui est important, c'est le moment présent. Et tous les députés du comté l'appuient, et c'est la prérogative du chef de choisir un ou une ministre. Et moi, tout ce que j'espère, c'est qu'on ait un représentant ministre pour la région, un ou une représentant ministre pour la région de l'Outaouais pour bien acheminer les dossiers à Québec. Je reformule, est-ce que ça vous intéresserait? Moi, je vais aller où mon chef va me dire d'aller. Philippe, vous avez eu plusieurs engagements lors de la campagne. La priorité maintenant, le lendemain de l'élection, c'est laquelle pour Alexandre Iraca? Oui, excusez-moi. Bien, il y en a plusieurs, on ne peut pas toutes les faire en même temps. Nous, mon équipe et moi, j'ai une équipe extraordinaire. J'ai des gens merveilleux qui travaillent avec moi. C'est important de bien monter les dossiers, c'est ce qu'on va faire pour bien les acheminer. Mais si vous me demandez, y a-t-il une priorité de la priorité, là? C'est en lien avec mes 2 premiers engagements de la campagne électorale, c'est la santé. On a un taux de population vieillissant ici dans le comté de Papineau. C'est important d'avoir des services de santé de proximité. Alors, les dossiers de santé, on va les prioriser, mais on va s'occuper des autres dossiers également là, en lien avec les engagements que nous avons pris durant la campagne électorale. Juste pour faire un petit rappel, les 2 premiers engagements, c'était l'urgence de Saint-André-Avelin, je ne me trompe pas, et le second était? Le 55 lits pour le CHSLD ici à Buckingham. Donc, on va travailler fort là-dessus. Il y a aussi le terrain synthétique, il y a aussi l'agrandissement du centre de formation professionnelle et aussi, en même temps, tous les cas de comté qu'on doit gérer quotidiennement, qu'on va gérer. J'ai une belle équipe efficace et on va s'assurer que ça se fasse dans les règles de l'art. Parfait, M. Racom. Merci beaucoup et encore une fois, félicitations. Merci, ça me fait plaisir. Merci. Alors bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, je rencontre Maurice Hott qui est directeur des programmes chez Mado Jeunes et chez SOS Contact Alto. Bonjour Monsieur Hott. Allô, allô. Alors dites-moi, SOS Contact Alto, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire Alto pour alcoolisme et toxicomanie. Donc SOS Contact, c'est un organisme qui existe là, depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc ce que ça fait, c'est que ça l'offre de l'aide. Ça l'offre aussi au niveau de la drogue et de l'alcool chez les jeunes et chez les familles, chez les adultes, et ainsi de suite. Mais ça l'offre aussi du service d'intervention auprès des jeunes, là, par exemple, auprès des maisons de jeunes. On est un intervenant jeunesse ou tout simplement dans la rue. On est un travailleur de rue qui circule auprès des jeunes dans la rue pour aller jaser avec eux autres, pour aller voir là, qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour améliorer leur situation. Puis, de façon générale, dites-moi, quelle est votre approche avec ces jeunes-là? Bien, écoutez, nous, on n'est pas de la police, donc ce qu'on veut faire, c'est de créer une relation de confiance avec ces jeunes-là. Donc, quand on se promène, par exemple, dans un parc, un jeune, par exemple, qui pourrait consommer du cannabis, nous, on n'interviendra pas répressivement. On veut créer une relation de confiance, on va aller voir les jeunes, puis on va tenter de les éduquer, à réduire les risques de leur consommation, par exemple. Les jeunes vivent toutes sortes de difficultés. Donc, on va jaser. Nous, c'est de créer une relation de confiance avec les jeunes, puis je pense qu'on le fait bien. C'est l'approche qu'on va privilégier. Et puis, si le jeune, par la suite, quand il va vivre une difficulté, puis il voit qu'on a respecté finalement ses désirs. Donc, c'est plus facile pour lui, par la suite, de communiquer soit avec l'intervenant jeunesse ou le travailleur de rue, ou de venir nous jaser, parce que venir nous jaser de sa difficulté quelconque, là.
Puis, dans la même lignée, vous offrez beaucoup d'informations, tant aux intervenants que pour les jeunes. Vous êtes en train d'ailleurs de monter un programme d'information, en fait, mettre à jour votre dernier programme. Oui, bien, nous, ce qu'on tente de faire, c'est avec notre approche de réduction de risque. Donc, nous, on ne dit pas aux gens de ne pas consommer des drogues. Ce qu'on dit, c'est de faire attention. Si vous consommez des drogues, donc, on tente de responsabiliser le jeune ou l'adulte à sa consommation. Donc, qu'est-ce que je peux faire si je vis une difficulté quelconque? Donc, on va mettre ces outils-là sur Internet là, dans les prochaines semaines. Donc, les gens pourront tout simplement là, rentrer nos coordonnées et puis vont avoir ces outils-là à leur information, si on veut. Puis, dites-moi, est-ce que c'est un programme que vous diriez qui a fait beaucoup de changements au niveau de certains jeunes? Avez-vous eu la chance de voir de l'évolution? Bien, ce genre d'approche-là, OK, a fait ses preuves. Par exemple, là, nous, on est un petit secteur ici, dans le secteur de Buckingham, mais l'approche de réduction de risque ou de réduction de méfaits a démontré son efficacité, par exemple, dans des grands centres comme à Montréal ou à Toronto ou à Vancouver, quand on intervient auprès des clientèles plus durement des grands toxicomanes ou de la prostitution ou ces choses-là. Avec ce type d'approche-là, on crée une relation de confiance. Puis quand les gens sont en crise, il a été démontré que ces gens-là vont plus facilement venir chercher de l'aide par la suite, parce que souvent, ces gens-là, par exemple, un jeune dans le pack, qui s'est chicané avec ses parents, qui est pas mal intoxiqué, ce qu'on fait, c'est qu'on va lui donner nos coordonnées. Puis quand il va être en crise, souvent, on va être la seule ressource parce que, bon, les parents, ça fonctionne plus trop, ils savent plus trop vers où se tourner, parfois, ils vont pas à l'école, mais ainsi de suite. Donc, on est souvent la dernière ressource, la dernière aide pour ces jeunes-là qui vivent des difficultés. Puis ça, ben, il faut être disponible pour eux, puis on sait ce qu'on fait. Puis je pense qu'on le fait bien actuellement. Oui, j'en doute même pas. Félicitations pour votre beau programme. Et dites-moi, juste en terminant, comment est-ce que les gens pourraient entrer en contact avec vous? Bien, soit par Internet, SOS Contact Alto ou 281-2570. Nous, on est... Les services, c'est 5 jours par semaine, là, du lundi au vendredi. Plus en soirée, moi je suis là le jour comme travailleur social, mais en soirée, j'ai des intervenants, un intervenant jeunesse qui est qualifié là-dedans. Puis j'ai un travailleur de rue aussi qui circule dans les différents parcs. Donc on peut toujours consulter ces gens-là. Merci beaucoup, M. Hott. Merci. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Maurice Hott pour la chronique communautaire. C'est maintenant l'heure du culturel avec Hugo. Hugo, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ben oui, toi. Oui, merci. On commence ça. Humour à la salle Desjardins. Effectivement, 2 spectacles qui s'en viennent dans les prochains temps. Évidemment, la demande a fait en sorte que Philippe Laprise est de retour avec son tout nouveau spectacle. Actuellement, on n'a le droit que de dire qu'il est en rodage, donc les gens seront des cobayes pour voir si le spectacle il y a satisfaction au point de vue du spectacle. C'est le 22 novembre. Pourquoi je vous l'annonce immédiatement? C'est parce que les billets s'envolent comme des petits pains chauds, donc www.salledesjardins.ca pour se procurer des billets. Et également, en primeur qu'on annonce aujourd'hui, Alexandre Barrette qui sera de passage à la salle Desjardins. Beau cadeau pour Noël 2014. Les billets en vente dès aujourd'hui. Et il sera en présence à la salle Desjardins le 12 décembre 2014. Et son spectacle s'appelle Alexandre Barrette et personne d'autre. Donc, c'est une invitation pour ceux et celles qui ont envie de rire. Excellent. Et on aime ça, les primeurs, donc tu ne te gênes pas. Hein? Sans problème. 30e dialogue mérite jeunesse du Club Optimiste. Il faut en parler. Ça fait maintenant 30 ans que le Club Optimiste reconnaît les jeunes de la communauté par leur dévouement, leur amélioration. Ce n'est pas l'élite qu'on reconnaît, c'est probablement les jeunes qui s'améliorent le plus au courant d'une année. Donc, Donc, le 30e gala aura lieu le 12 avril à 19h. C'est ouvert au public. Par contre, on sait que la salle est déjà pleine. Ceux et celles qui veulent venir voir pour ce 12 avril à 19h, pas besoin de se procurer des billets, sauf qu'on sera dans une salle adjacente puisque c'est déjà complet et on verra en direct via caméra le gala qui prendra forme cette journée-là. Excellent. Finale régionale de secondaire en spectacle. Ça se passe encore une fois à la salle Desjardins, donc la salle Desjardins qui est pour l'URLSO,
qui produit l'événement, est un lieu de choix. Donc, c'est un des seuls auditoriums du territoire de l'Outaouais qui permet d'accueillir un événement de cette envergure-là. Les billets sont en vente actuellement au www.salledesjardins.ca et ça a lieu le 16 et le 17 avril. Donc, c'est un rendez-vous à tous pour ceux et celles qui veulent encourager la relève culturelle de l'Outaouais. Excellent. Tenue du festival Gatineau en or. C'est officiel. Une autre primeur pour vous, pour la TVC Basse-Lièvre. On se posait les questions à savoir si le financement était pour être présent pour la tenue du festival Gatineau en or. On se rappellera que la deuxième édition a eu lieu l'an passé. Il y a 2500 personnes qui ont été accueillis au Parc McLaren. Donc, ça dure 3 jours et c'est l'art visuel, les tableaux qui sont mis de l'avant. Donc, le festival Gatineau en or, cette année, aura lieu le 20, 21, 22 juin au Parc McLaren. Et habituellement, on dit les petites folies du Pont-Brady. Cette fois-ci, c'est une grande folie du Pont-Brady qui aura lieu. Excellent. L'amélioration à la salle Desjardins en 1 minute environ. D'accord. Pour ce qui est de l'amélioration de la salle Desjardins, on a vu des articles de journaux qui disaient que la salle Desjardins était pour connaître des améliorations. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les partenaires sont au rendez-vous. Il y aura modification des bancs de la salle. Je pense qu'on était réellement dû. Il y aura modification des loges pour accueillir les artistes, pour accueillir plus d'artistes, parce qu'il y a des artistes qui ont des demandes particulières au point de vue des loges, et on va donc mettre à niveau ces loges-là. Plusieurs éléments qui vont être améliorés dans le cadre de la salle Desjardins. Un accueil, une billetterie, une cantine. On aura pu déplacer les frigos à chaque événement pour la tenue des événements. On souhaite, de part et d'autre, que le projet ait lieu. Le projet est en liste au conseil municipal du 29 avril et sera par la suite déposé au ministère des Affaires municipales. Et on se croise les doigts, d'ici les 6 prochains mois, on verra la salle Desjardins avoir un regard professionnel sur son infrastructure. Donc, une amélioration. On se rappellera qu'il y a 45 000 présences à la salle Desjardins. C'est important d'améliorer. Si je ne me trompe pas, ça fait quand même un bout de temps que le projet est sur la table. Le projet, évidemment, depuis mars 2012, qui est en discussion aux yeux des divers partenaires. Excellent. Écoute, très rapidement, il y a 2 activités sur le temps de nous en reparler, mais pour le mois de mai, qu'est-ce qui s'en vient? On s'attend à ce que je parle, évidemment, des petites folies du Pont-Brady. Faisons-le rapidement. La fête du printemps qui aura lieu, évidemment, le 10 mai, c'est un éternel. On accueille environ 2000 personnes. Et la journée de l'arbre, dans le cadre des petites folies angéloises, qui aura lieu le 17 mai, au Parc des Sables, mais je vais être de retour, évidemment, pour vous en parler en profondeur. Excellent, Hugo, je te remercie beaucoup. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Les reportages vont être de retour. L'élection provinciale est maintenant terminée. Donc, si vous avez des suggestions, des commentaires ou encore des idées de reportages, vous pouvez m'écrire aux nouvelles avec un s@tvc.qc.ca. Ça me fait plaisir de vous lire, de vous répondre et qui sait, pour faire un reportage avec vos suggestions. Je vous souhaite une très bonne soirée sur nos ondes. Merci.